Ah, le clap est arrivé. Bon, alors, euh, eh bien, bonsoir. Et je suis très honoré d'être le premier orateur ici dans cette salle. Ah oui, il faut prendre un micro. Alors, oui, j'avais oublié ça. Bon, alors, bonsoir. Je suis donc très honoré d'être le premier orateur ici à reprendre à essayer de redonner vie à cet amphithéâtre après une petite glaciation sanitaire, pour cause sanitaire. Et donc, je vais vous parler des Indiens d'Amérique du Nord. Mais bon, j'avais un peu, lorsqu'on avait parlé il y a quelques mois, j'avais pas défini un sujet très fixe. Et aujourd'hui, donc, j'ai un peu réfléchi au problème. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est de vous parler des Indiens, mais aussi de ceux qui se sont les premiers intéressés aux Indiens. Donc, et je m'inspire là le titre d'un livre de Hinsley qui avait été publié il y a une trentaine d'années, qui s'appelait Savage and Scientist. Alors on va le reformuler comme ça, on va dire les Indiens et leurs ethnographes. Euh, je voulais. Alors, peut-être que pour commencer, il faudrait faire quelques précisions. Alors, moi, je dis indien, les Indiens d'Amérique du Nord, les Indiens, j'étais chez les Indiens, dans le Grand Nord du Canada, ils me disaient tous I'm an Indian, we're talking an Indian. Bon, voilà, parce que c'est le mot courant en anglais. Euh, mais aujourd'hui, c'est un mot qui ne répond pas à la bienséance politique, à la political correctness, comme on dit. Vous verrez de plus en plus le terme autochtone, native en anglais, ou même de pointe, surtout au Canada, mais ça se trouve aussi aux États-Unis, l'expression First Nations ou Première Nation. Donc je vous alerte si jamais vous rencontrez toutes ces expressions si jamais vous avez l'occasion de parler avec dans certains cadres, vous pourrez dire des Indiens, dans d'autres cadres, il ne faudra pas le dire. Et il faudra être prudent dans ce registre de la lexicographie. Voilà. Bon, alors maintenant, je voulais peut-être commencer cette conférence par mettre quelques points sur les i à propos de quelques idées reçues. On, on dit souvent que les Indiens ont été victimes d'un génocide généralisé en Amérique du Nord. L'idée que ce soit un génocide généralisé est fausse. Il n'y a pas eu de génocide généralisé. Il y a eu des génocides localisés. Le plus caractérisé est certainement celui qui s'est passé en Californie au moment du Gold Rush, donc en 1848, au milieu du 19e siècle. Là, l'État de Californie a carrément payé des milices pour tuer des Indiens. Donc il y avait un bureau. Qui avait été ouvert par l'État de Californie et qui proposait des primes. Et on pouvait même déjà acheter les cartouches à l'avance. On était financé, avancé par l'État et qui permettait donc à des milices, des milices privées qui s'organisaient pour aller chasser les Indiens et se faire payer la prime à partir d'une paire d'oreilles. Mais ça a été assez localisé. Et on ne peut pas dire que c'était un phénomène généralisé en Amérique du Nord. Ça, c'est une première chose qui est importante à rappeler. Donc, les Indiens ont été surtout victimes des guerres indiennes, sans aucun doute. Il y a eu des guerres indiennes, on y reviendra. Mais ils ont été surtout victimes des épidémies. Donc, l'Amérique du Nord, comme la Mésoamérique, comme l'Amérique du Sud, a vécu un grand dépeuplement, et ce grand dépeuplement est surtout le résultat des épidémies de la variole. Et ça, c'est bien documenté dans les plaines, par exemple. Entre 1800, il y a une grande épidémie de variole qui se déclare en 1830 à peu près, et on sait que certains villages ont été dépeuplés à 80-90%. Donc, c'est le grand drame des Amérindiens en général, et les Indiens d'Amérique du Nord n'y ont pas échappé, c'est le choc épidémiologique. Après, on peut se poser la question s'il n'y a pas eu un ethnocide, comme
C'est-à-dire, est-ce que la civilisation occidentale n'a pas cherché systématiquement à détruire les cultures indiennes? C'est compliqué et on ne peut pas avoir une réponse totalement tranchée sur cette question. Il y a eu des choses, des moments quand même politiques qui sont bien documentés. Bon, les premiers contacts sont pas toujours très bien documentés, mais ensuite il y a des moments qui sont bien documentés et qui relèvent à la fois de l'intention ethnocidaire. On peut peut-être le qualifier comme ça, comme par exemple quand le président Jackson décide de déporter toutes les populations qui sont à l'est des populations indiennes qui sont à l'est du Mississippi et de les déporter à l'ouest du Mississippi dans les Grandes Plaines. Donc les Cherokees et un certain nombre de populations ont été contraints à quitter leur territoire, à quitter leur pays et à s'installer ailleurs dans un autre milieu où il y avait d'autres Indiens et qui effectivement n'avaient toutes ces opérations ne pouvaient avoir que des conséquences particulièrement néfastes. Il y a beaucoup de gens qui sont morts sur ce qu'on a appelé The Trail of Tears, donc un moment assez tragique de l'histoire des États-Unis, et pas tout à fait à la gloire des États-Unis, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a aussi des effets ethnocidaires, en quelque sorte, très, très perturbateurs pour les cultures en place. Alors, après ce rappel, il faut quand même, après ces précisions, on peut dire que l'Amérique du Nord, c'est un espèce de bloc massif, et l'Amérique du Nord a été colonisée, il y a eu des contacts, puis des colonisations de toutes bords. Du côté de la côte Est, par les Français, les Anglais, les Suédois, les Hollandais, tout le monde a essayé d'installer des colonies en Amérique du Nord. Et puis de l'autre côté, par les Espagnols, à partir du golfe du Mexique. Et puis plus tard, fin 18e, début 19e, de la façade pacifique a fait l'objet aussi de colonisation, tentative de colonisation plus ou moins réussie par les Espagnols, par les Russes, qui ont été en Alaska. Il y avait des postes de commerce russe jusqu'à San Francisco. Donc les Russes redescendaient, ils faisaient le commerce de la fourrure, comme tout le monde a fait le commerce de la fourrure. La grande richesse de l'Amérique du Nord, c'est la fourrure des castors. Avant que ce soit une grande puissance agricole, avant que ce soit une grande puissance industrielle, l'Amérique du Nord était une grande réserve de fourrure pour le marché européen. C'était l'extension de la Sibérie, en fait. Sibérie, et puis on va plus loin. Donc l'importance fondamentale du commerce de la fourrure, qui est complètement oubliée aujourd'hui. Donc tout ça pour dire qu'au fond, dans ce continent qui est très difficile à pénétrer, vous savez que les premiers voyages transcontinentaux n'interviennent qu'au début du 19e siècle. C'est très très tard si vous comparez au Mexique, ou si vous comparez à l'Amérique du Sud même, qui avait été pénétré profondément grâce au réseau hydrographique de l'Amazone. L'Amérique du Sud avait été traversée de part en part par les Européens dès le XVIe siècle. Il faut attendre pour l'Amérique du Nord quelque chose de beaucoup plus... Donc les cultures nord-américaines, de ce point de vue-là, sont très intéressantes pour nous, ethnologues, parce que, à la différence de l'Amérique du Sud, précisément, jusqu'à un certain point, les populations sont restées en place, mis à part le drame de l'expulsion, donc la déportation des populations à l'Est. Mais on sait où elles étaient avant cette grande migration. Donc on a une documentation de bonne qualité, même si aujourd'hui les sociétés sont en mauvaise santé, on peut le dire, sans exagérer. Et c'est à partir de là que en fait, on pourrait définir en fait 3 périodes de l'histoire des rapports entre, disons, l'Occident et les Indiens d'Amérique du Nord. 3 périodes qu'on retrouve avec un différentiel selon la géographie, mais qui correspondent à une première période
que Lévi-Strauss lui-même a appelé la période conradienne, c'est-à-dire cette période où les Européens et les Indiens rentrent en contact les uns avec les autres. Les Européens ne sont pas immédiatement en majorité, se nouent des relations de commerce, parfois de méfiance, parfois de confiance, interviennent des intentions missionnaires. Donc il y a une interaction qui se joue, et dans certaines régions, cette interaction entre les Blancs et les Indiens, elle dure 2 siècles, 2 siècles et demi. C'est le cas par exemple dans le Grand Nord du Canada, où très tôt il y a eu des gens qui sont des Européens, notamment des Anglais, la Hudson Bay Company, qui avait été fondée à Londres dès le début du XVIIe siècle pour uniquement faire du commerce de la fourrure à partir de la Hudson Bay Company. Et ces gens-là ont fréquenté pendant 2 siècles les Indiens, ont acheté des fourrures dans un climat qui était où chacun se reniflait un peu les uns les autres et comme le dit Lévi-Strauss, au fond ses partenaires ne savaient pas ce qui allait devenir. Nous, rétrospectivement, on sait ce qui s'est passé, mais il y a eu toute une période de l'histoire plus ou moins longue selon les régions en Amérique du Nord, où Indiens et Européens se sont fréquentés et sans qu'on puisse dire de façon décisive que les uns allaient l'emporter sur les autres. Voilà, ça c'est la première période qu'on retrouve dans toutes les régions d'Amérique du Nord, et qui est peut-être, c'est en Californie où elle était la plus brève, puisque la Californie a été découverte en quelque sorte très très tôt et très très tard, et les exterminations ont commencé très très tôt. Mais dans toutes les autres régions, on a une période comme ça d'interaction, d'acculturation, et la chose la plus remarquable de cette acculturation, contact, échange, c'est évidemment l'adoption du cheval par les Indiens d'Amérique du Nord. Le cheval n'existait pas en Amérique du Nord, donc c'est une importation européenne. Les chercheurs d'aujourd'hui ne savent toujours pas exactement si la grande civilisation des Indiens des plaines, qui reposait sur la capacité de toujours aller chercher du bison, de chasser le bison parce qu'on avait des chevaux. Et les chevaux sont plus rapides que les bisons. Donc de toute façon, on rattrape les bisons et on a toujours des bisons à manger. Et donc on a une société d'abondance. Une société d'abondance dans les plaines. À partir du mi-18e siècle, milieu 19e siècle. Voilà, mais cette société d'abondance tout à fait extraordinaire, elle repose sur l'adoption du cheval, et on ne sait pas si le cheval a été redomestiqué par les Indiens à partir de chevaux qui seraient échappés au Mexique, du Mexique qui seraient rentrés dans les plaines du Sud, et puis ce qu'on appelle le marronnage, c'est-à-dire une semi-ensauvagement de l'espèce, et puis les Indiens auraient appris à les monter, ou si au contraire les Indiens ont acheté ou se sont procurés des chevaux auprès des Blancs, et donc ont pu développer un élevage qui a pris une très très grande ampleur et qui a complètement transformé en fait le mode de vie de la moitié du continent, puisque la civilisation du cheval, la civilisation équestre indienne, ça couvre les plaines, et ça couvre une partie du plateau. Vous voyez ce que j'appelle le plateau, c'est le nord des montagnes rocheuses, qui sont effectivement des plateaux. Donc les chevaux sont des animaux très utiles dans un environnement comme celui-là, ou bien vous le retrouvez justement jusqu'au Nouveau-Mexique avec cette célèbre photo du Canyon Chili, avec des Indiens au premier rang qui défilent avec leurs chevaux. Où cette civilisation des plaines et du cheval se retrouve aussi chez les Indiens des plaines, chez les Sioux. Donc là, vous avez une très belle illustration de l'importance qu'a prise le cheval pour eux, puisque vous avez à la fois un cavalier, un guerrier, et puis vous avez ces magnifiques tipis décorés de chevaux. Juste puisqu'on parle de cheval, de moyens de transport, moyens de chasse, dans les autres régions de l'Amérique du Nord, en règle générale, c'est le canot qui était le moyen de transport le plus important pour les Indiens, mais aussi pour les Européens
Les Européens sont devenus des canotiers, ont fait tout leur commerce en circulant à travers l'espace, le long des réseaux hydrographiques particulièrement denses, dans le subarctique, dans les plaines du Nord. Le Saint-Laurent était bien entendu une grande voie d'accès à l'intérieur du continent, jusqu'au Grand Lac. Et puis, d'un autre côté, le Mississippi aussi a été une autre grande voie d'accès et de contact entre les uns et les autres. Et c'est dans ce cadre-là que on peut... mais qu'on peut dire que les contacts se sont intensifiés. Mais si le cheval a été importé, en quelque sorte, la navigation était quelque chose qui était bien établi chez les Amérindiens avant le contact. C'était bien qu'ils ne connaissaient pas la voile. Comme ils connaissaient. Et on pense aussi que les Amérindiens, d'ailleurs, ne connaissaient pas les filets de pêche. Ils les ont adoptés aussi, mais ils ne les connaissaient pas à l'origine. Ça, c'est la première période, donc qui, selon les régions, dure plus ou moins longtemps, selon les régions. La deuxième période, qui est une période finalement assez brève, mais localement assez brève, mais qui est très très importante pour nous, c'est ce qu'on peut appeler le moment ethnographique. Je vais revenir là-dessus, mais c'est ce moment où des Blancs, comme moi, il y en a eu d'autres avant moi, je suis peut-être l'un des derniers d'ailleurs, sont allés s'installer chez les Indiens et on va les étudier. On va étudier leur culture et leur langue. Donc avant, il y avait des rapports, mais les rapports n'étaient pas systématiques. Pas systématique dans l'objectif d'étudier. Sauf, là c'est intéressant de revenir en arrière, sauf les missionnaires. Très tôt les missionnaires veulent étudier, mais ils ne veulent pas étudier la culture, ils veulent étudier les langues. Ils veulent étudier les langues, pas pour l'amour de la linguistique, ils veulent étudier les langues parce que ils se souviennent du mythe de Babel. Et le mythe de Babel dit que la malédiction de Dieu pour l'orgueil des hommes, c'est d'avoir Dieu puni les hommes en multipliant les langues, en faisant que les hommes ne peuvent plus s'entendre ensemble. Et la mission du missionnaire, la mission du chrétien, c'est justement d'apprendre les langues pour que partout les gens entendent la parole de Dieu dans leur propre langue. Les missionnaires sont très tôt étudiés les langues. Il y a un corpus qui reste dans les archives. Dès le XVIIe siècle, les catholiques et les protestants, ils commencent à étudier les langues, à faire des dictionnaires. Et le seul problème pour eux, c'est qu'ils avaient le modèle de la grammaire latine et que la grammaire latine n'est pas un bon modèle pour les langues amérindiennes. Les langues amérindiennes sont extrêmement complexes et donc les missionnaires ont buté sur la question linguistique, comme les linguistes peut-être encore jusqu'à aujourd'hui, mais ils avaient quand même accumulé un certain nombre de données, un certain nombre de connaissances, et certains d'entre eux avaient tout à fait impressionnant parce que ça c'est une des choses les plus intrigantes dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de missionnaires, comme d'ailleurs des traders, des commerçants, des intermédiaires, qui ont appris les langues indiennes, mais ils étaient incapables de les analyser, d'en maîtriser la grammaire, d'en faire des grammaires. Donc il y a ce moment ethnographique où ethnographes, linguistes vont chez les Indiens et les étudient pour eux-mêmes, étudient leur langue, essayent de rédiger des grammaires et essayent d'enregistrer en quelque sorte toutes les données qu'on peut avoir sur leur culture, leur rite, leur mythe, leur technique. Alors, en Amérique du Nord, à la différence en général de ce qui s'est passé en Amérique du Sud, où encore il y avait, jusque dans les années 70, il y avait des groupes relativement peu touchés, en général, ce moment ethnographique intervient après le contact. Il est rarement simultané au contact. Donc ce moment ethnographique, on étudie des cultures qui ont déjà adopté un certain nombre d'outils européens comme les fusils, les haches, qui ont déjà, sauf en Californie,
Justement, c'est très intéressant, c'est qu'il y a un jeune anthropologue qui s'appelle Kroeber, donc je vous ai parlé d'un grand massacre qui est intervenu en 1840, 50, et 40 ans plus tard, un jeune Kroeber qui trouve des survivants de la période antérieure, qui arrive à trouver encore les outils qu'ils utilisaient. Donc ils étaient avant le contact, les Indiens de Californie, comme d'ailleurs tous les Indiens d'Amérique du Nord, étaient soi-disant à l'âge de pierre. Ça ne veut absolument rien dire, mais pour dire qu'ils avaient des outils en pierre, c'est tout. Et donc il arrive à reconstituer, à refaire faire les gestes de ces gens qui avaient utilisé des haches de pierre, et alors que, bien entendu, dès lors que vous utilisez des haches métalliques, c'est pas du tout les mêmes gestes, hein, c'est pas du tout la même technique, c'est pas du tout, ça change complètement. Donc il y a ce moment ethnographique sur lequel on va revenir, mais qui s'étend, disons, entre le milieu du 19e siècle et le milieu du 20e siècle pour l'essentiel. Il y a eu quelques ethnographies tardives, comme la mienne dans les années 1980. Donc j'arrive sur le terrain en 1980. Je suis dans le nord du Canada, dans un groupe qui, bien sûr, connaissait très bien les Européens et tout ça, mais qui n'avait jamais accueilli un ethnologue qui vivait chez eux pendant longtemps. C'était une expérience, évidemment, comme vous imaginez, assez saisissante, marquante. Donc tout le moment ethnographique, et puis le dernier moment qui là encore variable selon les régions et les populations, c'est ce qu'on peut appeler le moment contemporain de la politisation et de la tentative de revitalisation des cultures amérindiennes dans les différentes tribus. Depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, avec des mouvements. Vous avez peut-être entendu parler de Wounded Knee, le deuxième Wounded Knee qui a été dirigé par un groupe qui s'appelait AIM, American Indian Movement, qui était très actif politiquement. On assiste dans les réserves à une mobilisation. On a assisté, elle est beaucoup moins forte aujourd'hui, mais à des revendications politiques très 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 fortes. Évidemment, les Indiens avaient toutes bonnes raisons d'avoir des revendications, puisqu'ils ont été vraiment les grandes victimes de l'histoire. Et puis ça, c'était le premier temps. Puis il y a peut-être un deuxième temps où justement dans les réserves où les conditions de vie sont partout très très difficiles. Misère sociale, misère économique, alcoolisme, drogue, crime, féminicide, tout ce que vous voulez. Tout y est, le tableau est complet. Il y a aussi des tentatives de revitalisation des rites, des tentatives de revitalisation des langues, ou de maintien des langues, des programmes scolaires. Il y a tout un mouvement plus ou moins aidé par les autorités fédérales ou des différents États concernés. Ce qu'on peut appeler le troisième temps. Alors, après cette longue introduction, je voulais vous dire que, bien sûr, moi, ce qui m'intéresse le plus, ce dont je suis un peu le spécialiste en quelque sorte, c'est du moment ethnographique. Il y a deux choses que je voudrais dire pour défendre en quelque sorte cette idée que le moment ethnographique est vraiment très important et mérite qu'on s'y arrête. Je dis ça parce que je me tourne vers mon ami historien, mais j'espère qu'il aura de l'indulgence à mon égard. Je ne suis pas sûr, mais je le souhaite. Aujourd'hui, il y a un mouvement de fond dans les sciences sociales de tout hystérociser. Tout devient un objet historique, quoi. Et donc, oui, c'est vrai qu'il y a une histoire des Indiens, et d'ailleurs, je vous ai en quelque sorte énoncé les trois grands moments de cette histoire, mais il ne faut pas occulter en quelque sorte ce moment très précis où l'Occident acquiert une connaissance. Et que cette connaissance
elle est engrangée pour tout le monde. Et que les Indiens d'aujourd'hui, dans leur revitalisation culturelle et linguistique, ils s'appuient sur les travaux des anthropologues. Ils s'appuient sur les travaux des linguistes. Alors bien sûr, en fait, dans leur tentative ou dans leur exercice de revitalisation, ils font une sorte de synthèse entre la connaissance de leur culture et de leur langue plus ou moins érodée selon les régions que leur transmettent leurs anciens. Ils aiment bien les elders, les anciens. Et puis, d'un autre côté, ils vont dans les bibliothèques. Et les bibliothèques sont les bibliothèques américaines sont extrêmement riches de documents et de descriptions ethnographiques, de grammaire, de listes de vocabulaire, qui ont été accumulées pendant pratiquement un siècle par des professionnels ou des semi-professionnels. Et ils se basent aussi sur ces données pour réactiver en quelque sorte leur culture, bien qu'ils ne se sentent pas forcément obligés de le dire. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas le cas. Alors, ça, c'est une des raisons pour lesquelles le moment ethnographique est très très important. L'autre raison pour laquelle le moment ethnographique est important, c'est qu'au fond, ça peut-être ça concerne moins, ça vous intéresse moins, mais je pense que l'anthropologie est une discipline intéressante. Comme vous le savez, l'anthropologie s'intéresse au principe d'organisation sociale, elle s'intéresse à la relation qu'il peut y avoir entre la culture et la langue, elle s'intéresse à l'organisation de la parenté, qu'est-ce que c'est que des cousins croisés versus des cousins parallèles, toutes ces grandes questions qui sont des questions fondamentales, théoriques pour l'anthropologie, au fond, elles trouvent toutes leur creuset dans l'ethnographie des Indiens d'Amérique du Nord. C'est l'une des raisons pour laquelle la discipline a un rapport très particulier avec les Indiens d'Amérique du Nord, mais en fait, ça se retourne, parce que pourquoi l'anthropologie a une dette particulière, en quelque sorte, vis-à-vis de l'ethnographie des Indiens d'Amérique du Nord, c'est que, et là on arrive un peu à notre sujet du jour, c'est que les Américains, les intellectuels américains, ont été parmi les premiers à s'intéresser vraiment aux Indiens, à s'intéresser vraiment à des autochtones, à s'intéresser vraiment compassionnellement à des gens qui vivaient à côté d'eux, et de percevoir qu'il y avait une différence, et que cette différence était intéressante, méritait d'être étudiée. 19e siècle, en France, qu'est-ce qu'on faisait ? On invente en France le racisme. Broca, c'est celui qui a inventé le racisme. La chronologie, elle s'invente en France. En France, on voyait dans la science du 19e siècle, le positivisme du 19e siècle, héritière des Lumières. Elle a été l'inventeuse du racisme, dit scientifique. Les Américains, c'est complètement différent. Ils avaient un problème avec les Noirs. Ça, c'est vrai. Mais avec les Indiens, c'est pas du tout la même relation qu'ils avaient. Les Indiens, depuis le XVIIe siècle, ils vivent au contact des Indiens. Ils sont là, ils sont toujours là. Et alors, ce qui est très intéressant au XIXe siècle, c'est qu'il y a un projet d'impérialisme intérieur des États-Unis. Il s'agit de conquérir la frontière, d'aller de coast to coast et tout ça. Mais pour faire ça, dans un premier temps, ils envoient des explorateurs. Il y a des grandes explorations qui sont organisées à Washington, dans un esprit qu'on peut définir comme Humboldtien, comme Humboldt le faisait, c'est-à-dire des explorations systématiques de tout cet espace qui était à l'ouest du Mississippi jusqu'aux montagnes rocheuses et au-delà des montagnes rocheuses, où il fallait étudier la botanique, la faune, la géologie, très très importante d'ailleurs, la géologie d'abord, la botanique, la faune, et les Indiens, et les populations. Et il fallait étudier de façon systématique. Alors évidemment, d'un certain aspect où on peut dire c'est une objectivation de l'altérité, mais d'un autre aspect, d'un autre point de vue aussi, on peut se dire c'est une véritable curiosité, une véritable attention qui se joue là. Et
Et alors, il se passe quelque chose d'assez fascinant dans ces premières années. Donc, les grandes explorations, c'est celle de Wilkes et de Fremont. Euh, il y a eu Lewis and Clark, hein, mais Lewis and Clark, c'était pas Lewis and Clark, ils étaient mandatés par le gouvernement pour trouver le moyen de traverser les montagnes rocheuses et trouver le débouché vers le Pacifique. Ils ont un peu étudié les Indiens, mais c'était pas l'objectif premier. En revanche, ce qu'on connaît moins, c'est donc ces expéditions qui ont été organisées de façon très très systématique pour faire une étude globale des territoires à pas vraiment à conquérir, puisqu'ils appartenaient déjà aux États-Unis d'Amérique, mais dans lequel il fallait mettre son emprise, dans lequel il fallait s'approprier. Voilà. Et alors, donc, dans ce contexte-là, sont organisées des grandes expéditions. Et alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que au fur et à mesure, pour schématiser un peu, si vous voulez, sur la côte est, vous avez 3 grandes familles linguistiques. L'algonquin, l'Iroquois et des langues dites Caddo qui sont proches des langues Sioux. Donc les gens ils connaissaient ces langues, hein, mais alors plus ils vont vers l'ouest, plus ils s'aperçoivent que y a une sorte de mosaïque linguistique. Il y a de plus en plus de langues, ils découvrent de plus en plus de langues différentes. Ils découvrent aussi des organisations sociales de plus en plus complexes. Jusqu'à ce qu'il tombe en quelque sorte, alors je reviendrai là-dessus, mais sur la côte nord-ouest. Cette espèce d'émerveillement en quelque sorte de ce que peut être une civilisation autochtone dans toute sa complexité et son raffinement. Donc là, il tombe... voilà, donc il y a ce voyage vers l'ouest est aussi un voyage, paradoxalement, vers la complexité. C'est aussi un voyage... Les Indiens de l'Est, bon, ils s'étaient aussi banalisés, clochardisés, ils étaient là, on les connaissait, mais bon, ils avaient perdu en quelque sorte le caractère un peu remarquable. Bien, alors que les sociétés comme les Iroquois ou les Ojibwa et tout ça avaient des traits très saillants, mais à force d'une cohabitation un peu, voilà, un peu débilisante, excusez-moi le mot, mais c'était quand même ça qui s'était passé pendant plusieurs siècles. Les Indiens avaient perdu en quelque sorte leur caractère remarquable. Mais là, dans la première partie du 19e siècle, on arrive dans les plaines, on voit ces Indiens monter extrêmement riches, avec des parures magnifiques. Qui sont capables, tout en ayant un mode de vie nomade, d'avoir des camps où il y a 30 000 personnes, 30 000 Indiens réunis au même endroit dans un même camp, quoi. Je veux dire, c'est stupéfiant, quoi. Et on arrive chez les Pueblos, on voit les Pueblos qui arrivent avec leurs maisons construites au sommet des falaises, avec cette architecture complètement bouleversante où ils sont complètement intégrés à la nature en quelque sorte. On arrive, oui, on voit aussi ces Indiens comme ça, magnifiques, parés. Donc il y a une espèce de révélation qui se fait au fond, pour les Indiens, pour les intellectuels sensibles américains de cette période-là, les Indiens ne sont pas des primitifs. Ils ne peuvent pas être des primitifs. Leur culture se donne d'emblée sous le signe de la sophistication. Alors que nous, à Paris, les Noirs, on peut dire que c'est des primitifs, ça ne coûte pas cher. Hein. On n'a pas fait beaucoup d'études sur eux et on ne s'intéresse pas beaucoup à eux. On se contente de voir leur apparence physique. On peut dire que les aborigènes d'Australie, pour les Anglais, les aborigènes d'Australie, on peut dire que c'est des primitifs. C'est pas compliqué à dire. C'est pas très imaginatif, mais c'est pas très compliqué non plus à dire. Voilà. Alors que, si vous voulez, cette phénoménologie de la rencontre, de la découverte, et qui était une découverte qui était déjà animée par l'esprit scientifique, par cette curiosité de scientificité. Et la curiosité de scientificité, c'est quoi? C'est de décrire les choses dans le détail. C'est-à-dire de ne pas rassembler, dire « Ah bah c'est des Indiens ». Non,
de se poser la question, mais ces Indiens sont comme ça, mais ils parlent une langue différente de leurs voisins, et ils ont des parures différentes, ils ont un style d'art différent. Donc déjà, il y a cette curiosité qui est aiguisée, et qui est aiguisée d'autant plus aiguisée que effectivement, les choses se donnent pour évidemment complexes. Alors il y a ça, qui crée des conditions particulières en quelque sorte de cette naissance de l'anthropologie américaine. D'autant plus que le début de la première moitié du 19e siècle, c'est un moment où l'Amérique, on en a beaucoup parlé maintenant, on n'a pas beaucoup parlé, mais à propos de Napoléon, donc vous savez que les Américains étaient associés aux Français et que les Américains ont subi la guerre avec les Anglais, leurs amis anglais, et que les Américains, la première moitié du 19e siècle, étaient isolés de l'Europe pour cause de blocus et d'états de guerre avec leurs amis, leurs cousins de toujours anglais. On ne sait pas ça, mais en 1811, les Anglais ravagent Washington. Hein. C'était pas une guerre de copain-copain, c'est une vraie guerre. Donc, tout ça pour dire que il y a une culture américaine qui se forge, et qui se forge dans ce rapport à leurs propres Indiens. Dans ce rapport à leur propre territoire qu'ils découvrent à l'ouest, aux montagnes rocheuses, mais aussi et un rapport avec une autochtonie dont ils ont conscience. D'ailleurs, il y a un rapport un peu paradoxal, que cette autochtonie est en train de disparaître devant eux. Excusez-moi, mais qui est une autochtonie de la complexité, du raffinement, et c'est donc la Smithsonian Institution est créée pour accueillir les objets que rapportent Fremont et Wilkes de l'Ouest. Sa vocation première. Bon, alors, une fois que je vous ai dit ça, on va reprendre après, mais je veux peut-être vous montrer quelques photos pour vous... Ah oui, il y a une autre chose aussi qui paraît très importante et qui joue un rôle très très important dans toute cette période. C'est ce qu'on pourrait appeler une esthétisation. Il y avait une sensibilité esthétique et qui converge, on glisse un peu sur la deuxième moitié du 19e siècle, mais qui converge avec l'apparition, le développement de la photographie. Et les Indiens deviennent aussi un motif. Voilà, donc il y a toute des séries de portraits qui vont... Des Indiens aussi régulièrement vont en délégation à Washington. Et là, ils sont systématiquement photographiés. Et là aussi, il y a quelque chose qui est très étrange, qui se joue, une sorte d'affinité entre les Indiens eux-mêmes et le regard photographique. Quelque chose qui m'a toujours frappé. Donc là, vous avez le grand photographe de cette période, c'est Curtis. Vous avez certainement entendu parler, vu des photos de Curtis. Il a écrit une grande encyclopédie photographique des Indiens d'Amérique du Nord. Donc Chief Joseph, qui était le chef des Nez Percés, là est photographié. Vous avez aussi photos. Donc vous avez un garçon, là vous avez une cage à aigles. Donc les Zuni avaient l'habitude de dénicher les aigles, dénicheurs d'oiseaux, grand thème de la mythologie amérindienne. Et il les tenait captifs dans des cages où il les sortait de temps en temps. Voilà. Et voilà, ça c'est... je m'inscris dans la grande lignée des portraits tristes. C'est une photo que j'ai faite moi-même. D'un Indien du fin fond du Canada. Il y a cette dimension esthétique, et cette dimension, et ça c'est un premier temps, donc là, à travers le regard photographique, et puis après il va se développer aussi, à partir de Boas notamment, on va en parler, un regard esthétique sur les objets eux-mêmes, et là c'est évidemment l'art de la côte nord-ouest qui va jouer le plus grand rôle, avec cette sculpture Aïda,
Et ça, c'est donc l'art figuratif de la côte nord-ouest. Mais vous avez aussi un art abstrait que vous trouvez essentiellement dans les plaines, et qui est interprété par des femmes. C'est un art fait par les femmes. Il y a une grande division dans l'art en Amérique du Nord. Ça joue pratiquement sur toute la surface de l'Amérique du Nord, toute l'étendue de l'Amérique du Nord. C'est qu'en général, les hommes s'adonnent à des arts figuratifs et les femmes s'adonnent à des arts abstraits. Les hommes sont dans la narration, les femmes sont dans quoi? Dans la projection. On sait, les femmes, elles vont avoir des enfants, mais on ne sait pas à quoi l'enfant va ressembler. Donc, les femmes, elles produisent de l'abstraction, parce que l'abstraction est insaisissable. Le figuratif renvoie au passé. Ce qu'on a vu, on sait ce que c'est. Vous avez vu le tipi là décoré. En fait, ces tipis décorés bien souvent racontaient des batailles. Et là, au contraire, la femme, et c'est cet art abstrait, très 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 puissant. Hein. Vous le retrouvez à travers toutes les plaines, et même sur la côte nord-ouest. Et il y avait des sortes de sororités de femmes qui rêvaient. Et après, elles se réunissaient et elles peignaient ensemble leurs rêves. Donc le plus émouvant en quelque sorte, le plus fort, c'est qu'en fait, ces formes abstraites sont le résultat d'un processus onirique, spécifiquement considéré comme spécifiquement féminin. Et vous avez cet art, ça c'est donc on est en Alaska. Vous avez aussi des choses comme ça. Ça, on est du côté des Naskapis. Ces Naskapis, c'est le Labrador. C'est donc le Québec actuel. Vous avez des choses comme ça. Donc là, vous reconnaissez une technique qui est une technique très très importante pour les Indiens d'Amérique du Nord. C'est la broderie en piquant de porc-épic. Donc c'est un travail féminin, là encore. Vous avez les porcs-épics, vous voyez ce que c'est? C'est des grands hérissons, et vous en enlevez les pointes, les épis, et vous les... c'est une technique assez complexe. Vous prenez ces pointes comme ça, qui sont à peu près longues comme ça, vous les ouvrez, vous les écrasez, vous les sectionnez, et après vous les sectionnez dans deux extrémités de façon pointue et vous les insérez dans un support de cuir, par exemple, de tissu, lorsque vous avez du tissu, et vous les teignez de différentes couleurs et vous les insérez comme ça, vous avez une sorte de broderie. Un travail extrêmement soigneux, extrêmement complexe, qui était un travail réservé, enfin pas réservé, c'est un travail féminin, pas réservé aux femmes. C'était la fierté des femmes, pas pareil. Et c'était donc... là, vous avez une forme de sculpture, là, dans un bol, donc, qui est sculpté dans un tronc de bois, et complètement évidé. Et vous voyez, là, c'est un corps, là. Là, vous avez la tête, là, vous avez la main, les mains qui sont réunies devant. Comme si le personnage portait lui-même. Vous avez d'autres formes comme ce panier de Californie. Donc là en Californie, c'est la vannerie. C'est un art féminin, exclusivement féminin. Mais ce qui est très intéressant en Californie, c'est qu'il n'y avait pas de poterie. Donc en réalité, les femmes avaient développé, la culture des Indiens de Californie avaient développé une technique de vannerie tellement sophistiquée, tellement efficace, qu'en fait, ces vanneries pouvaient contenir de l'eau, étaient devenues hermétiques pour se substituer à la poterie. Il n'y avait pas de poterie. S'il n'y avait pas de poterie, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas capables de faire la poterie. Hein. Là, ça, c'est beaucoup plus compliqué que de faire un pot. C'est que pour des raisons culturelles, sur lesquelles on pourra revenir, mais c'est assez compliqué, donc on a pas mal écrit là-dessus par ailleurs, mais il y avait une sorte de
de volonté de substituer la matière avec la même forme. Ça, c'est la forme d'un pot, mais c'est une autre matière. Ce n'est pas de la terre cuite, c'est une matière végétale prélevée dans la nature et traitée, travaillée, en sorte, mais qui en fait l'impasse sur la cuisson. C'est ça qui compte. Et bon, vous voyez un décor très avec des systèmes donc d'échelle qui est très sophistiqué. En fait, la technique là, vous voyez que c'est comme des rondins. Donc vous avez en fait des armatures comme ça dans la vannerie, et puis vous avez, c'est une sorte de variante de la technique du piquant de percupic, parce que vous avez en quelque sorte quelque chose qui est enroulé autour de ces noyaux, de ces nervures végétales, et qui passe d'une, vous voyez, qui en fait embrasse l'autre, le niveau suivant. Et ce qui est tout à fait aussi, qui prouve en quelque sorte que c'est une sorte de transformation de la vannerie, de la poterie, c'est que c'est un système en colombin. Vous voyez, c'est un système en colombin. Et toutes les poteries amérindiennes, du nord au sud de l'Amérique, sont des poteries fondées sur la technique du colombin. L'Amérique n'avait pas inventé le tour du potier. Vous voyez, vous prenez une masse, vous le montez. Donc l'Amérique n'avait pas inventé le tour du potier. Donc l'Amérique, toutes ces poteries, même des fois des poteries très très fines, très raffinées, reposent sur le principe du colombin. Et ce principe du colombin, vous le retrouvez interprété en quelque sorte en vannerie. Bon, là vous avez donc un coffre de Colombie-Britannique avec cet art caractéristique de la Colombie-Britannique qu'on a appelé l'art de la double représentation. Donc, en gros, pour vous expliquer comment ça marche, c'est qu'en fait, vous avez deux profils là. Deux profils. C'est un animal, mais c'est comme s'il avait son profil qui était mis à plat. C'est ce qu'on appelle donc la forme caractéristique de la côte nord-ouest, c'est l'art de la double représentation. À cet art de la double représentation s'ajoute dans ces formes-là une sorte de mise en abîme, puisque ça c'est des yeux, mais ces yeux sont en eux-mêmes des visages. Vous voyez, d'un autre animal. Donc là vous avez un animal avec un œil ici, mais cet animal, chaque œil est en quelque sorte un autre visage d'un autre. Donc vous avez un système de mise en abîme, de cartouches qui mettent en abîme d'autres thèmes. C'est très fort. Et sur le marché de l'art, enfin les gens qui s'intéressent aux arts, aux arts, disons, des peuples non occidentaux, considèrent que la côte nord-ouest, ça fait partie des choses de plus grand niveau. Bon, alors ça c'était pour vous donner un peu un panorama. Alors maintenant, un peu visuel, maintenant je vais juste revenir un peu sur cette tradition. Donc je vais vous montrer quelques-uns des grands anthropologues américains, en quelque sorte. Donc l'un des plus grands, c'est Morgan. Morgan est un juriste. Et il est de Rochester, natif de Rochester. Il a gagné beaucoup d'argent dans sa jeunesse, la première partie de sa vie, en négociant justement des contrats pour acheter des terrains pour construire des lignes de chemin de fer. C'est que les lignes de chemin de fer, c'est l'Eldorado financier, la grande spéculation financière du 19e siècle pour les Américains. Donc Morgan très riche. Alors la légende dit, maintenant c'est peut-être pas vrai. Donc avocat d'affaires, tout va bien pour lui et tout ça. Et puis un jour, il est dans une taverne et il rencontre un Iroquois. Et puisque Rochester c'était le territoire des Iroquois, et l'Iroquois lui dit bah oui c'est intéressant, mais bon chez nous c'est pas comme chez vous quoi. Tout ça. Et donc Morgan commence à s'intéresser aux Iroquois. Et ce qui caractérise les Iroquois,
c'est que la descendance se fait de façon matrilinéaire. Ça, on le connaissait un peu, mais ce qui est quand même pour les esprits du 19e siècle, où le 19e siècle occidental est quand même le moment du patriarcat. Moi, je ne pense pas que nous sommes aujourd'hui dans une société patriarcale, mais je pense qu'au 19e siècle, la société occidentale était patriarcale. Et donc, dans ce grand moment de patriarcat qu'a connu l'Occident, qu'il y ait des gens qui soient régis par ce qu'on appelle la matrilinéarité, peut-être pas le matriarcat, mais la matrilinéarité, c'est-à-dire c'est la mère qui donne en quelque sorte son identité sociale à ses enfants, c'était quand même très intriguant. Et donc Morgan va commencer à étudier les Iroquois, et puis il va s'apercevoir, et ça c'est le génie de la découverte, de la création scientifique, c'est qu'il s'aperçoit que chez les Iroquois, il y a deux sortes de cousins. Il y a des cousins qui sont assimilés à des frères, et puis il y a des cousins qui sont différents. D'un point de vue génétique, ils sont aussi proches les uns des autres, mais ils sont complètement différents. Et ça, c'est dans la langue iroquoise. Mais il va un peu plus loin chez les Ojibwa, qui parlent une langue totalement différente. Les uns parlent des langues iroquoises, les autres parlent des langues algonquines. On savait déjà depuis les missionnaires que c'était des langues qui n'avaient rien à voir entre elles. Aujourd'hui encore, on considère que ces langues n'ont rien à voir entre elles. Mais si les Ojibwa, ils comparent et disent « mais c'est la même chose ». Il y a des termes qui désignent les cousins qui sont comme des frères, et il y a d'autres termes qui désignent des cousins qui ne sont pas comme des frères, qui sont différents. Et il a cette découverte très, 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 très puissante, c'est qu'il y a des principes qui régissent la nomination des parents qui sont extra-scientifiques, extra-linguistiques, excusez-moi, puisqu'ils sont indépendants de la langue. On retrouve le même principe dans deux langues différentes. Donc il y a une logique cognitive particulière en ce qui concerne les termes de parenté, c'est-à-dire en ce qui concerne la façon dont nous considérons que nos proches sont nos parents, et il suit cette idée. Et il va donc constituer, il va voyager, il va aller jusqu'à l'autre bout des plaines, et il va essayer de répertorier tous les termes de parenté dans les différentes tribus indiennes. Chez les Ojibwa, chez les Iroquois, chez les Sioux, chez les Ponca, chez les Omaha, chez les Crows, chez les Cheyennes. Donc pour nous, c'est très important pour nous anthropologues, parce qu'il invente en fait la théorie de la parenté. Théorie de la parenté qui est au cœur même de l'un des cœurs de notre discipline. Mais il y a un petit problème avec Morgan quand même. On a beaucoup d'admiration pour lui, mais on en a. C'est qu'au fond, il est évolutionniste, bien qu'il voit que les formes, les organisations sociales amérindiennes des Indiens d'Amérique du Nord sont très sophistiquées, mais il pense quand même qu'elles sont inférieures aux nôtres. Donc il cherche à classer toutes ces formes. Donc il écrit un énorme livre qui s'appelle Consanguinity and Affinity in the Human Family, où il compare en fait non seulement ceux des Indiens d'Amérique du Nord, mais il essaye d'avoir des données pour tous les continents, et il fait une compilation. Évidemment, c'est très 19e siècle, c'est très compilatoire, c'est aujourd'hui un peu aride à lire, pour pas dire lassant. Et ce qui est frappant, c'est qu'il n'arrive pas vraiment à classer les populations selon les termes de parenté, selon les organisations sociales. Ça marche pas si bien que ça. Donc dans un deuxième temps, il aura une vision plus synthétique, mais alors beaucoup plus discutable. C'est que, en fait, il va fonder l'évolution sur les stades de développement technique. Donc il y a les populations sans poterie, qui sont les populations sauvages, qu'on dirait primitives aujourd'hui. Il y a les populations avec poterie, et qui correspond à un stade d'organisation politique qui est celui de la tribu, avec, disons, un chef, ceux qui organisent un peu les choses. Et puis, il y a le stade de la métallurgie, et qui correspond à l'État et aux sociétés modernes. Donc,
Il avait tenté de faire une construction évolutionniste à partir des organisations sociales, qui est lui-même à moitié convaincu, et ça ne convainc pas grand monde. Et après, il a reproduit l'idée en faisant une corrélation, disons, entre stade de développement politique et stade de développement technique. Voilà, ça c'est l'un des grandes figures de l'anthropologie américaine. Et bien entendu, ces terrains, comme on dit, c'était d'abord avant tout des Indiens d'Amérique du Nord. Un autre anthropologue très important de la même époque, c'est Jim Mooney, comme d'autres. Jim Mooney va dans les plaines. C'est le premier vous avez certainement entendu parler du massacre de Wounded Knee. C'est lui qui va enquêter 2 ans plus tard. Il fait un rapport épais comme ça à la Smithsonian Institution, où il dit que, bien entendu, l'armée américaine n'aurait jamais dû tirer sur les Indiens. Il le dit noir sur blanc. Mais ce qui est complètement génial aussi, c'est que vous savez que Wounded Knee est le résultat de la Ghost Dance. Donc les Indiens pensaient que s'ils portaient des chemises blanches, ils seraient immunisés contre les balles, ils seraient invincibles, etc. Donc un phénomène de transe en quelque sorte. Et il commence tout son rapport au gouvernement américain, à Smithsonian, en étudiant les trans au Moyen-Âge, en disant que c'est la même chose. C'est tout à fait stupéfiant. Et alors, ce qui est intéressant aussi, comme beaucoup des anthropologues américains de cette époque, c'est que Jim Mooney avait été formé dans un séminaire. L'anthropologie n'était pas une discipline académique, encore. Et donc, les gens qui se sont improvisés ou qui ont eu cette attitude, ce comportement de curiosité et d'enregistrement très précis des faits sont bien souvent des gens qui ont été formés, disons, pour être des prêtres, quoi. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ce soit dans l'Église catholique, Mooney était irlandais, donc il était de tradition catholique, et que ce soit les gens qui étaient formés, disons, dans la tradition protestante, tous ces gens-là sont formés à être très attentifs aux rituels, aux gestes rituels, puisqu'ils sont formés pour les reproduire. Et donc, toute cette première génération va surtout être intéressée dans les mythes, les rituels, les attitudes. Donc en fait, ils vont surtout s'intéresser à la religion, en quelque sorte, des Indiens, ce que nous reformulons aujourd'hui plutôt, donc les rites et les rituels. Et ils vont pouvoir enregistrer des textes qui font des centaines de pages, de textes rituels, des vocations, dans quelles circonstances. Et Mooney va le faire donc, surtout pour les Cherokees. Il y a une très grande monographie de Mooney qui est entièrement consacrée aux rituels des Cherokees. Autre grande personnalité de cette époque-là, Frank H. Cushing, H pour Hamilton. Lui, il va chez les Indiens Unis, donc les Pueblos du Nouveau-Mexique, et lui, il va carrément être adopté dans une des confréries. Et donc, il va devenir même le chef de la confrérie de l'Arc. Il va être considéré il va avoir une position de chef. Il va, bien entendu, après avoir appris la langue, et il va passer plus de 10 ans chez les 7 ans chez les Unis, et il va complètement... Donc lui, c'est vraiment le père de ce qu'on peut appeler l'anthropologie, l'ethnologie participante. Dans notre métier, on dit que l'anthropologue idéal, l'ethnologue idéal, c'est celui qui à la fois observe et participe, où il vit avec les gens, il se soumet aux mêmes activités, il fait la même chose. Bon, alors, moi je suis allé à la chasse, couper des arbres, j'ai mangé du castor, j'ai dormi par au moins 30 dans une petite tente, enfin bref, j'ai fait de l'observation participante. C'est la méthode. C'était pas tout à fait la méthode au 19e siècle, quand même. Mais forcément. Mais lui est allé très très loin là-dedans, puisqu'il passe 7 ans, il apprend la langue, il devient l'un des grands prêtres, en quelque sorte, chez les Unis.
Autre personnalité très intéressante de cette époque-là, je les énonce un peu en parallèle, j'ai les photos là, puis il y en a d'autres dont je n'ai pas de photos. Art Merriam. Art Merriam est un zoologiste, botaniste, mais il comprend, l'un des premiers, que justement, les Indiens ont une connaissance éthologique des animaux qui est très très importante. Et les Indiens, ils s'intéressent notamment aux Indiens de Californie. Californie, c'est l'Éden. Vous aviez un milieu naturel étagé, feuilleté, une très très grande richesse, beaucoup plus par exemple que dans les plaines, qui est assez monotone. Et donc une grande diversité d'espèces naturelles et tout ça. Et lui, il dit, si je veux faire de l'ornithologie, je vais voir les Indiens. Et je demande aux Indiens de me dire quelles sont les espèces et quelle est leur distribution à travers l'espace. Donc c'est lui qui, en quelque sorte, l'un des premiers renverse le regard en disant « J'ai besoin de la connaissance des autochtones pour construire une connaissance scientifique objective ». Bien que Lévi-Strauss ne le cite pas, c'est le précurseur de la pensée sauvage, de Lévi-Strauss de la pensée sauvage. C'est dans ce texte magnifique de Lévi-Strauss où Lévi-Strauss nous dit que les catégories autochtones sont largement aussi riches que les nôtres. Eh bien, Merriam est l'un des premiers à s'être mis à l'écoute, en quelque sorte, des catégories... Oh putain, ça c'est pas prévu au programme. Bon, j'ai honte. J'aurais pas dû. Alors, donc, revenons à Merriam. Donc, Merriam est celui qui est l'un des premiers, se met à l'écoute, en quelque sorte, du savoir autochtone pour construire le propre savoir scientifique. Il y a des femmes. Il y a beaucoup de femmes dans cette première génération d'anthropologues, notamment Alice Fletcher, qui va travailler avec les Sioux, qui va documenter des rituels Sioux et qui travaillera en étroite collaboration avec les femmes. Il y en a une autre qui s'appelle aussi Frances Densmore, dont les dates c'est 1867 à 1957, elle a un petit décalage, et qui elle sera une ethnobotaniste de premier rang pour la région des Grands Lacs et la région des Plaines. Donc là encore, elle va aller avec les vieilles dames, les vieilles sinon, elle va dire bon, cette plante c'est quoi, vous l'appelez comment, ça va quelle vertu, vous en servez pour quoi faire, etc. Ce travail de documentation méticuleux, il faut avoir beaucoup de patience, il faut écouter les gens, il faut, pour l'avoir fait un peu, il faut être là quand ils ont envie d'aller. Parce que si on va aujourd'hui voir les plantes dans les bois, et dit non, moi c'est pas mon truc aujourd'hui. Hein. J'ai autre chose à faire. Il faut que j'aille m'occuper de tanner une peau. Donc il faut être là, et puis il faut être là, et il faut être disponible, et puis être là quand les gens sont prêts à ça. Voilà, de Frances Densmore, qui à la fois est une ethnobotaniste et une ethnomusicologue. Donc qui est l'une des premières aussi à recueillir, qui avait une formation de pianiste classique d'ailleurs, et qui était capable en écoutant des chants indiens, de les transcrire. Alors les transcriptions aujourd'hui sont peut-être un peu bizarres, mais comme il n'y avait pas de moyen d'enregistrement, les gens écrivaient de la musique, quoi, sur des partitions, le rythme est là. Tous ces gens étaient extrêmement attentionnés. Alors, il y a un autre anthropologue aussi important de cette époque-là qui s'appelle Carl Wissler et qui lui commençait à essayer de voir s'il y avait une corrélation entre, disons, les modes de vie et l'environnement. On va revenir là-dessus, mais comme vous le savez, en Amérique du Nord, c'est aussi ce qui crée l'intérêt de ce sous-continent. Vous avez des régions très froides, vous avez des régions très chaudes, vous avez des grandes plaines, vous avez des montagnes. Et donc, Wissler, lui, essayait de faire une corrélation entre les différentes formes que prenait la culture et les conditions de l'environnement. Alors, juste pour dire que, au fond, cette première génération, même si Morgan voulait être évolutionniste, au fond, cette première génération, elle était une génération qui était plutôt intéressée par la description très fine
Et puis qu'il y avait une conception, si vous voulez, de la diversité indienne que j'ai définie dans un livre, qui s'appelle Les spectres de l'anthropologie, comme une définition géologique. C'était le géologisme qui servait de référence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils voyaient bien que ces cultures étaient les unes à côté des autres, pouvaient être très différentes, notamment dans la langue, mais aussi dans les rituels. Et on ne voyait pas une espèce de continuité objective. Et on voyait bien aussi que ces cultures étaient toutes très complexes, mais elles pouvaient aussi cohabiter, par exemple, dans le plateau, si les Pueblos sont des gens extrêmement sophistiqués dans leur culture, il y en a d'autres à côté, les Utes, qui semblaient avoir un mode de vie beaucoup plus rudimentaire. Il y en avait justement qui utilisaient la poterie, d'autres pas. Il y avait des grands contrastes comme ça. Et tout ça, au fond, dans un premier temps, pour cette première génération d'anthropologues, apparaissait comme un peu le fruit du hasard, le fruit arbitraire. On voyait bien qu'il y avait c'était plus les différences qui ressortaient que les continuités. Et du coup, c'est ce modèle géologique, si vous voulez, vous avez une éruption d'un magma rocheux qui vient là, et puis vous avez ça émerge à côté d'autres couches sédimentaires, donc vous avez un paysage un peu, et les montagnes rocheuses sont un très bel exemple, un paysage un peu chaotique. Et le paysage qui ressortait sociologique, culturel de cet ouest américain qu'on découvrait au fur et à mesure était un peu sous le signe de l'extrême diversité qui pouvait renvoyer une forme un peu de chaos et qui n'est pas du tout correspond à une phylogénèse régulière. Parce que vous avez une phylogénèse, vous avez un arbre, c'est régulier. Non, mais c'est pas ça. C'est plutôt qu'un modèle biologique ou un modèle végétal, c'était plutôt un modèle, disons, géologique, j'entends. Dans la géologie, il y a à la fois l'émergence et l'érosion. Et les formes que vous observez, ça peut être des formes éruptives, mais érodées en même temps. Vous avez les doubles caractères. Et je pense que dans la pensée américaine du 19e siècle, c'était d'autant plus important, ce modèle, qu'il y avait aussi cette idée un peu obsédante du vanishing Indian, celui des Indiens qui vont disparaître. Et alors arrive un personnage très important sur cette scène, c'est Boas. Alors Boas est un Allemand, un juif allemand, qui dans les années 1870 voit bien qu'il ne va pas faire carrière en Allemagne, parce qu'il y a ce qu'on appelle la première crise de l'antisémitisme allemand qui affecte l'université allemande, exactement dans les années 1870. Et voilà, c'est un jeune très méritant, géographe de formation, et on lui fait bien comprendre qu'il n'aura pas de poste. Donc, il s'en va. Il s'en va d'abord, il participe à une expédition, il étudie les Inuits, mais surtout, la grande rencontre de Boas, c'est la côte nord-ouest, c'est donc les Indiens de la côte nord-ouest. Et ça, c'est les Indiens de la côte nord-ouest, c'est une culture extrêmement complexe, extrêmement riche, avec des rituels qui sont des formes de théâtre qui démultiplient tout. Vous voyez les masques qui sont là, c'est des différents animaux, avec les chants, enfin c'est complètement stupéfiant, quoi. Alors, Boas, il se tourne vers les évolutionnistes, les élèves de Morgan, ils disent, mais regardez ça. Ces gens-là ne connaissent pas la poterie. Côte nord-ouest, il n'y a pas de poterie, il n'y a que de la vannerie. Vous n'allez pas me dire que c'est primitif. Donc Boas, si vous voulez, va complètement exploser le modèle de l'évolutionnisme à partir de l'expérience de la côte nord-ouest. Et ce faisant, il va renforcer, si vous voulez, cette idée de l'arbitraire de la différence culturelle. Il va donc, mais ce qu'il va dire lui, et là, c'est la tradition allemande qui surgit, la tradition donc de Humboldt, qui elle-même est issue du romantisme, c'est-à-dire qu'il y a forcément une adéquation entre la culture, les formes artistiques et les formes linguistiques. C'est-à-dire que la langue, il y a un rapport entre langue et culture, c'est-à-dire qu'au fond, la culture exprime quelque chose à travers sa langue,
Et donc il va dire, ce qui n'était pas tout à fait la règle jusqu'à maintenant, il va dire, si vous faites de l'ethnographie, vous faites de la linguistique, et vous produisez des textes. Vous allez voir les autochtones et vous leur demandez de raconter des histoires, de raconter des rituels, de parler. Et vous notez, alors ils développaient des systèmes de transcription phonétique les plus commodes possibles, des techniques assez compliquées, avant évidemment les méthodes d'enregistrement, mais c'est les premiers aussi à avoir utilisé les phonogrammes. Ils sont à l'époque très affûtés pour utiliser les méthodes d'enregistrement les plus modernes. Et ils disent, vous produisez des textes, vous faites produire par les autochtones des textes, et du coup vous avez deux sources. Un texte, c'est une double source d'information. C'est à la fois une source d'information sur la culture et c'est une source d'information linguistique. Donc vous faites raconter des gens et après vous prenez des interprètes et vous faites traduire le texte et vous essayez d'analyser et d'extraire Boas va avoir un informateur comme ça, qui était en fait un métis, George Hunt. Et George Hunt, Boas va aller sur la côte nord-ouest un peu, mais il va passer après l'essentiel de son temps à Columbia University. C'est lui qui fonde l'anthropologie comme une discipline universitaire, sur le modèle allemand. Et il va régulièrement inviter George Hunt à venir à New York et de rapporter les textes qu'il a recueillis sur tel ou tel rituel, et avec évidemment des objets. Et si vous allez à New York, ne manquez pas de visiter les galeries qui ont été faites conçues par Boas au Natural History Museum of New York. Il y a pirogue Quacul qui fut plus grande que cette pièce, qui a été transportée par train. Tout est là, les mannequins. Alors ils aimaient bien à l'époque les mannequins. Ils faisaient des mannequins. Ils mettaient Donc ce que fait Boas, il invente en quelque sorte théoriquement le culturalisme. Cette idée qu'il faut étudier chaque culture en elle-même, que la culture est le produit un peu arbitraire de l'histoire, que l'histoire nous est inaccessible, dans bien des cas, puisqu'il n'y a pas de documentation écrite pour ces populations-là, et qu'il faut se concentrer en quelque sorte sur une description la plus fine possible de toutes les composantes d'une culture donnée. L'idée est très séduisante, mais elle a deux inconvénients majeurs. C'est qu'en fait, les cultures ne sont pas des choses qui sont fermées sur elles-mêmes. Alors que dans l'hypothèse de Boas, il y a la culture Quacul, il y a la culture Aïda, il y a la culture des Indiens de Kodiak, il y a la culture Chimichan, la culture... Alors en fait, l'anthropologue nous a appris en quelque sorte que les cultures sont beaucoup plus poreuses en quelque sorte que Boas le voulait. Mais pour Boas, si vous voulez, c'était une sorte une façon de se rassurer sur l'objet même de ce qu'il étudiait. Puisqu'il ne pouvait pas en quelque sorte trouver la causalité de ce d'où venait la culture, il pouvait au moins définir ses limites. Et aussi, pour Boas, il pensait que la culture est le référent pour l'individu. C'est que chaque individu se réfère à sa culture. Donc Boas avait cette idée qu'au fond, chaque individu, au-delà de sa propre personnalité, était un représentant de sa culture. Donc transportait sa culture avec lui, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il pouvait faire venir George Hunt à New York et il obtenait de John Hunt toutes les informations qui concernaient les Quacul parce que l'individu est donc une sorte de vecteur total d'une culture. Cette vision un peu fermée en quelque sorte, un peu fixée de la culture, évidemment ne nous convient pas du tout aujourd'hui, mais je pense qu'elle avait un double intérêt à l'époque, c'est de prendre au sérieux le rapport entre la langue et la culture, de complètement détruire l'illusion évolutionniste, de dire aussi que ce n'est pas la peine d'essayer de reconstituer une histoire, on n'a pas les moyens de le faire.
Alors ça, c'est aujourd'hui discuté par les anthropologues et les archéologues, mais c'est vrai qu'il y a des archéologues qui nous disent non, je vous inquiétez pas, là, le crâne, là, puis les 3 ossements, c'était un rituel funéraire. Là, je le vois. Bon, il y a 3000 ans. Bon, je dis, écoutez, moi, je suis pas sûr de votre coup. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que lui, quand même, d'une certaine façon, il dit, ce qui importe, c'est ce que le terrain, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous enregistrez à un moment donné. C'est l'état de la culture à un moment donné, là où vous avez le plus de moyens, en quelque sorte, de l'appréhender. Heboast va avoir deux élèves principaux, 2 grandes tendances principales. La première, c'est Édouard Sapir, 1884-1939. Édouard Sapir, lui, il va creuser l'hypothèse qu'il y a un rapport entre la langue et la culture. C'est-à-dire que les dispositifs cognitifs que mobilise la langue se retrouvent dans la culture et réciproquement. La grande démonstration de Sapir, qui est discutée par les anthropologues, mais qui, moi personnellement, j'ai pas mal de sympathie pour cette hypothèse, c'est l'idée que il fait la démonstration à partir des Hopis. Il dit que dans les Hopis, dans la langue Hopi, il n'y a pas de passé, de présent et de futur. Il n'y a pas ces 3 grandes catégories de la temporalisation qui est bien dans les grammaires, dans nos grammaires à nous. Mais il dit qu'en fait, c'est dû au fait que, et l'argument est assez sophistiqué, en fait, les Hopis, ils vivent sur des messas et ils ont un temps contemplatif. Et en fait, le temps n'est pas exprimé par la langue parce que le temps est exprimé par la cosmologie elle-même. Les messas, ça ne bouge pas. Les repères cosmologiques sont toujours les mêmes. Et donc, c'est pas la théorie un peu naïve de Mircea Eliade sur l'éternel retour. C'est beaucoup plus sophistiqué. C'est quand dans un monde fixe, il n'y a pas besoin d'une temporalité. Parce que les choses reviennent d'elles-mêmes. C'est pas le temps qui revient lui-même comme chez Mircea Eliade. C'est l'univers qui lui est dans une attitude fixiste. Et donc il n'y a pas besoin de passer du temps. Nous ne faisons que traverser un non-temps. Nous sommes dans un espace et nous traversons un non-temps dans toute notre existence. Et c'est en quelque sorte l'essence même de la démonstration de Sapir. Donc, du coup, il n'y a pas de passé, de présent et de futur. C'est quand même assez fort. L'inconvénient, c'est qu'il y a d'autres langues amérindiennes où il n'y a pas de passé, présent et futur, et pour autant, les gens n'habitent pas vraiment sur des mésas avec une sorte de fixité cosmologique. L'autre élève de Sapir, c'est Kroeber. Et Kroeber, lui, il va à toute force essayer en quelque sorte de dire bon, on peut pas se contenter d'analyser chaque tribu parce qu'il y a plus de 300 tribus en Amérique du Nord, 300 cultures, 300 langues. Bon, il faut un peu synthétiser les choses, quoi. Et donc lui, il va essayer de créer des aires culturelles, de dire qu'il y a quand même des sociétés qui se ressemblent, des cultures qui se ressemblent, et il va donc créer cette carte, qui est une carte que vous verrez dans tous les manuels sur les Indiens d'Amérique du Nord. Dès lors que vous ouvrez un manuel, vous allez tomber sur cette carte. C'est cette carte qui, par exemple, sert de base à la classification dans les musées. La plupart des musées, si vous allez dans les musées américains, vous allez trouver Northeast, Southeast, Subarctic, Plains. Vous allez trouver peut-être parfois plateaux et grandes bassins sont confondus, mais sinon vous allez retrouver ces catégories-là. Donc, il essaye de regrouper à la fois sur des caractères mode de vie, donc comment les gens assurent leur subsistance quotidienne, leur gibier, mais à la fois aussi sur des formes d'organisation sociale et de rituel. Le grand problème, c'est que
que d'abord il a passé beaucoup de temps, et vraiment beaucoup de temps, à essayer de tracer les limites entre ces différentes zones, parce qu'il a une tribu qui est là, un groupe qui est là, est-ce que je le mets dans le grand bassin ou est-ce que je le mets dans le plateau, et ça, là, les plaines, les Blackfoot. Donc il s'est vraiment épuisé en quelque sorte à essayer de définir les frontières de ces aires culturelles, et sans vraiment de succès, sauf là encore une espèce de convention qui a fini par s'établir. Et puis l'autre grande difficulté de cette carte, c'est que finalement, elle ressemble beaucoup à celle de Carl Wissler, qui avait été produite 20 ans plus tôt, et qui était une carte qui était uniquement déterminée sur les modes d'existence. Parce que si vous regardez ça, en gros, vous avez ici les plaines avec le bison, vous avez ici le subarctique avec la pêche et le castor, vous avez ici le nord-est qui est fondé sur une économie globalement qui combine la chasse aux cervidés et une agriculture de maïs, et d'ailleurs vous avez la même chose ici, sauf que comme c'est un peu plus chaud, le maïs et les cervidés sont plus abondants. Vous avez ici le Southwest, où vous avez un système économique qui repose sur la culture de maïs, qui serait une extension d'ailleurs du Mexique, et un habitat fixe, donc non nomade. Vous avez ici des gens qui vivent d'un système dans le grand bassin d'un nomadisme assez sophistiqué. Là, vous avez le plateau, vous avez la côte nord-ouest qui dépend essentiellement des ressources halieutiques, et vous avez la Californie qui dépend essentiellement, ce qu'on ne savait pas beaucoup, c'est très intéressant, les Indiens de Californie dépendaient pour l'essentiel des chênes, des clans. Il y avait des chênaies. Alors, c'est pas l'agriculture, parce que les chênes poussent tout seuls, mais c'est de la proto-agriculture, dans le sens où on entretient les vergers pas les vergers, enfin les forêts de chênes, on sait très bien où sont les chênes, et avec un mode de vie pratiquement sédentaire. Donc l'échec, si vous voulez, de Kroeber, c'est d'avoir prétendu faire des aires culturelles. Ce serait une définition, et en fait, ces aires culturelles se renvoient à des aires écologiques. Et d'autant plus que l'autre grande difficulté, c'est que cette carte-là n'a rien à voir avec la carte de la distribution linguistique. Donc il y a une contradiction profonde. Boas dit il faut étudier la langue et la culture, ça va ensemble. Sapir dit la même chose. Mais Kroeber dit, élève aussi de Boas, dit oui, mais on ne peut pas se contenter de dire que les cultures sont des ensembles fermés. Il y a quand même des ressemblances entre cultures voisines. Donc il faut construire en quelque sorte une sorte de cartographie des cultures de même nature. Mais du coup, le divorce devient complet avec la linguistique. Et on n'arrive plus du tout à ajuster les deux. Cela étant, c'est ce que vous avez, qui est un peu le savoir un peu traditionnel qui est donné. Alors je crois que j'ai déjà parlé assez longtemps, hein. Je pense que je vais juste conclure, et je vais dire qu'en réalité la solution, elle va arriver d'un anthropologue français, un très grand anthropologue français, Claude Lévi-Strauss, qui va étudier l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. On connaît Claude Lévi-Strauss pour ses tristes tropiques, pour ses expéditions au cœur du Brésil, mais en réalité, sa formation intellectuelle est due à la lecture de la tradition américaine, du nord-américanisme, donc de tous ces anthropologues dont je vous ai parlé. Et lui, il va montrer qu'en réalité, il y a une grande continuité entre ces aires culturelles, qu'en fait, les gens parlent le même langage du mythe, parce qu'un mythe que vous trouvez dans une région, vous pouvez le retrouver dans une autre région, exactement le même, mais inversé, mais c'est le même mythe. Et donc, ce qui est très intéressant avec Lévi-Strauss, c'est que lui, il montre la continuité de l'univers mythique des Indiens d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, mais enfin... Là, on parle d'Amérique du Nord, donc on se contraint de ça. La continuité mythique de cet ensemble, il restitue une continuité. Là où Boas avait fait une discontinuité à l'échelle de la tribu,
Là où Kreber avait fait créer des discontinuités à l'échelle, disons, des aires culturelles, des régions, si vous voulez, lui, il arrive à dissoudre ces frontières. Et du coup, les problèmes qu'avait Kreber pour savoir si tel groupe est dans le plaine, et dans les plaines ou dans le plateau, ça n'a plus aucune importance. Parce qu'on trouve que le mythe qui est là, il se retrouve exactement dans la population 300, 200, 500, 1000 km plus loin. C'est le même mythe. Donc il y a une continuité. Voilà. Et c'est donc lui, en quelque sorte, qui, à mon sens, a rehaussé cette tradition américaine et a donné des clés pour comprendre sa richesse. Et bon, voilà. Modestement, je me déclare son disciple, et parce que dans mon livre Quadratura Americana, que vous l'avez cité tout à l'heure, ce que j'essaie de démontrer, c'est que ce que Lévi-Strauss montre, cette continuité que Lévi-Strauss montre au niveau du mythe, en fait, elle existe aussi au niveau du rituel et même des organisations sociales. Des organisations sociales qui paraissent si différentes, une organisation en clan, matrilinéaire, patrilinéaire, tout ça. En fait, quand on l'analyse d'un point de vue plus global, ce ne sont que des jeux d'inversion les unes par rapport aux autres. Et en fait, la matrilinéarité, c'est pas une essence qui ferait que les femmes, dans une certaine société, seraient plus valorisées qu'une autre. C'est juste le contraire de la patrilinéarité qui est dans la population voisine. Parce que ce que montre Lévi-Strauss, c'est que pour que ces groupes se distinguent les uns des autres, il faut que, d'une même loi, chaque groupe interprète une facette de la loi. Principe de filiation, il y en a qui vont être matrilinéaires parce qu'ils doivent se distinguer de ceux qui sont patrilinéaires. Ou il y en a qui vont être patrilinéaires parce qu'ils doivent se distinguer de ceux qui sont matrilinéaires. Vous retrouvez ce mécanisme à tout le niveau. Au niveau des rites, des mythes, des organisations sociales. Et probablement des langues, d'ailleurs. On a écrit un article à un collègue linguiste, en fait, le Sioux et l'algonquin, qui sont considérés comme des langues totalement différentes. Pour nous, ce sont des langues qui sont dans un rapport d'inversion cognitive. L'algonquin est une langue qui privilégie la deuxième personne. La deuxième personne est toujours ce qu'il y a de plus important. L'algonquin, c'est une langue très très difficile à maîtriser parce que le début d'une phrase, c'est toujours tu, que le tu soit sujet ou objet. Donc il y a un système de hiérarchie des personnes. La hiérarchie des personnes sur l'algonquin, c'est tu, je, il, et l'il un peu plus loin, ou la elle un peu plus loin. Très très compliqué. Très compliqué. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour la langue algonquine, ce qui prévaut, si c'est le tu, c'est que quand je parle à quelqu'un. Donc il n'y a pas de situation d'élocution qui ne suppose pas un interlocuteur. C'est pour ça que l'interlocuteur est toujours en première position. Toujours en première position parce que si je n'ai personne à qui parler, je ne parle pas. Et au contraire, la langue sioux, c'est une langue où le système des personnes est très très faible, mais ce qui compte, c'est un système d'être au monde, ce qu'on appelait l'hybris, c'est-à-dire que le locuteur sioux est là, dans le monde, en tant que tel, pas tout à fait statique, mais relativement statique. Il est enveloppé du langage. Le langage est une façon de dire « je suis au monde ». Donc on est dans une relation d'inversion. Les algonquins disent « il n'y a pas de langage sans une altérité qui est un interlocuteur », et la langue sioux dit « il y a l'être au monde qui est là, dans le monde, et qui donc énonce ». A cette capacité d'énonciation. Donc ce qui apparaît comme des choses au niveau linguistique pour
pour la tradition linguistique américaine qui est issue de la tradition boéotienne, comme des choses irréconciliables, pour nous, c'est tout à fait... Il y a une façon peut-être de résoudre ces problèmes, et laquelle, cette façon de résoudre ces problèmes, serait directement inspirée de la méthode lévi-straussienne de la transformation, qui relève de l'inversion entre un mythe et un autre, un rite et un autre, une organisation sociale et une autre. Voilà. Et alors, je vais juste finir. Donc, je vais vous montrer une photo de Claude Lévi-Strauss dans son bureau. Voilà. Et alors, et en conclusion, je voudrais quand même vous montrer la photo du dernier culturaliste américain, probablement, Ray Demali, qui est un très bon ami. C'est grâce à lui que je suis adjunct professeur à l'université de Bloomington, qui est décédé donc tout récemment, et qui lui avait une sorte de vertige culturaliste à propos des Sioux. Il en était un très très grand connaisseur, et il avait publié les textes aussi de James Walker, qui était un médecin qui avait vécu sur la réserve de Pine Bridge pendant 14 ans et qui a accumulé plus d'un millier de feuilles de textes de Sioux. Il demandait à des vieux Sioux de parler, il écrivait. Et c'est la dernière chose, le dernier mot sur lequel je voudrais dire, c'est que au fond, dans cette tradition américaine, vous avez compris, pour laquelle j'ai un profond respect, il y a cette attention à la parole et cette capacité de transcrire cette parole par écrit, de l'archiver, de la conserver. Ce qui fait que, grâce à Walker et à Ray Demali, on peut toujours entendre parler les vieux chamans Sioux de la fin du 19e siècle. C'est pas sûr qu'on comprenne ce qu'ils disent, mais on les entend. Et ça, c'est extrêmement précieux. Et voilà, je finirai là-dessus. Je vous remercie. Merci pour votre présentation passionnante, et peut-être que nous avons dans l'auditoire des questions. Moi j'ai une question. Je n'ai pas vu si quelqu'un avait levé la main. Ah oui, pardon. Ouais. Merci le micro. Donc j'avais une question sur l'adoption du cheval. Les civilisations indiennes avant l'adoption du cheval. Oui. Qu'en est-il des connaissances Eh ben, évidemment, on se reporte, on se tourne vers les archéologues, qui quand même travaillent assez sérieusement, puis qui sont capables de faire des fouilles qui remontent peut-être pas 3000 ans avant, c'est peut-être pas forcément significatif, mais même 100 ans avant, 200 avant, 200 17e, 18e siècle. Bon, les archéologues ratissent les plaines. Mais on a d'autres informations qui nous viennent de Catlin, George Catlin, qui était un peintre ethnographe du milieu du 19e siècle, un peu farfelu par moments dans certaines de ses descriptions, mais qui nous décrivent très bien la chasse au bison pré-équestre. Et là, la description est tout à fait... il y a même des dessins, puisque c'est un peintre, et donc il y a même des dessins qui sont tout à fait étonnants. Donc en fait, vous êtes dans les grandes plaines, très grandes plaines comme ça, mais dans ces grandes plaines, il y a des endroits où il y a des buttes, des endroits où... Donc un Indien se déguise en renard, il avance, il y a un troupeau de bisons là, il s'approche. Et les bisons sont comme les vaches, sont curieux. Elles n'ont pas peur des renards, mais elles sont curieux. Donc il dit, les bisons, ils sont là, puis il y a un bison ou une bisonne, j'en sais rien, qui lève la tête et dit, tiens, il y a un renard là-bas. C'est marrant, il y a un renard là-bas. Et bon, puis ça dure des jours. L'Indien s'approche et tout ça, et puis avance un peu plus, puis le troupeau de bisons, tiens, le renard, tiens, on va voir le renard où il va, c'est intéressant. Donc le troupeau de bisons avance un peu, quoi, pour suivre, s'intéresser au renard. Et puis, comme ça. Et puis, normalement, à bout d'un certain moment, les bisons se retrouvent en quelque sorte
un système de chorale. Hein. Donc l'Indien, disons leur, les a amenés à un endroit où les autres Indiens les attendent et puissent les rabattre et les faire tomber dans une falaise ou les faire entrer dans un corral et les flécher à proximité, quoi, sans avoir une technique tout à fait assez éprouvante et qui repose sur deux choses en fait et sur lesquelles c'est-à-dire qu'en fait les Indiens sont capables de se mettre dans la tête du bison, quoi. Et sont capables aussi de prétendre être un renard. Une double opération, une double leurre, quoi. Et c'est une des techniques. Là, il y a pas mal de documentation. On voit des lieux de massacre en bas de falaise. C'est bien documenté. Dans les hautes plaines, chez le Blackfoot et tout ça. Et puis, voilà, c'était une des techniques. Une autre technique qui est décrite aussi non pas par Kathleen, mais le prince von der Wied, donc un Allemand qui va c'était très à la mode d'aller dans les plaines, de faire le grand voyage dans les plaines au début, dans les années 1830-1840. Et alors ça, c'est la technique chez les Mandans. Donc les Mandans, c'est ce qu'on appelle un peuple à moitié nomade, à moitié villageois. Donc on est sur le Missouri. Et l'hiver, le Missouri et le Missouri est plutôt en décrue. La rivière est plutôt basse, hein, puisqu'il n'y a pas beaucoup de précipitations. Tout est éventuellement gelé, mais tout est... Donc le village d'hiver est installé sur les rives même du Missouri. C'est donc un endroit où vous avez les hautes plaines et vous avez une vallée qui n'est pas immense, mais il y a à peu près 50-100 mètres de dénivelé. Et cette vallée est couverte d'arbustes, de aulnes, de bois, ce qu'on appelait, les géographes appellent une forêt-galerie. La colonisation a complètement changé le paysage des plaines. Les hautes plaines, c'était pas complètement que de l'herbe. Il y avait des arbres dans les vallées qui ont été tous coupés par les settlers pour construire leurs maisons. Cottonwood, ils se sont tous passés. Mais avant, donc, vous aviez ces forêts-galeries et les Indiens installaient leur village d'hiver sous les arbres, dans la forêt-galerie, le long de la rivière, parce qu'ils étaient protégés des vents du blizzard qui balayent la haute plaine. Donc ça les protégeait relativement. Et alors, il y avait c'est protégé, mais il y a un moment, quand il y a le blizzard sur la haute plaine, les bisons aussi ils descendent dans la forêt-galerie. Et alors, il y a cette description qui est rapportée par Franz von der Wied chez les Mandans. Donc, il y a un moment où on sait que les bisons vont arriver. Donc, il y a des guetteurs, il y a des gens de ça. Et tous les Indiens sont dans les... Alors, eux, il n'y avait pas des tipis, mais ils avaient des maisons en dôme, hein, en wigwam, couvertes de neige, il fait froid, tout ça. Ils doivent tous éteindre leur feu. Il y avait une sorte de police ou de milice organisée par les Indiens pour bien vérifier ça. Les gens ne doivent absolument pas parler. Et en fait, le troupeau de bisons va descendre, il va traverser le village, qui n'est un village inhabité pour eux. Il n'y a pas d'humains. Et au moment où le troupeau de bisons est au milieu des maisons, qu'ils considèrent être comme des rochers ou des obstacles, pas que les bébés crient. Attention, vous voyez, hein, pas un bruit. Les bisons, ils ne soupçonnent pas la moindre présence humaine. Et là, il y a un guetteur qui a ce rôle-là, il dit c'est le moment, et les chasseurs surgissent de leur habitat et vont poignarder les bisons qui sont devant leur porte, quoi. Voilà les techniques pré-équestres. Alors évidemment, avec le cheval, ça simplifie beaucoup de choses. Hein. Et la carabine. Quoi ? Et la carabine après. Oui, et après la carabine, oui. Absolument. Oui. Dans les trois moments de l'histoire que vous avez évoqués, est-ce qu'il y a une différence aux États-Unis et au Canada ?
dirais pas qu'il y a vraiment une différence aux États-Unis et au Canada. Je dis plutôt qu'il y a une différence selon les régions plus ou moins isolées, quoi, plus ou moins accessibles. Ce qui se passe au Canada, au Québec, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, c'est à peu près la même chose que ce qui se passe en Nouvelle-Angleterre. Il n'y a pas beaucoup de différence. Et puis après, la côte nord-ouest, elle va être découverte à peu près au même moment, que ça soit côté Canada, États-Unis ou côté Canada. Voilà, donc c'est plutôt l'isolation des groupes qui font que il va y avoir ce différentiel. Je vous dis, donc au début des années 80, j'étais avec des Indiens, ils avaient bien, mais ils n'avaient jamais eu d'ethnographe qui était venu systématiquement habiter chez eux et décrire leur culture. C'est probablement l'un des derniers endroits, quoi. Et l'adaptation pour vous quand vous arrivez dans cette... Oh bah ça c'est... Et notamment en termes linguistiques, comment on fait pour... Et c'est un peu la question que je me posais au sujet de tous les ethnographes ou ethnologues. Lorsqu'ils arrivent sur le terrain, ils observent, mais cette barrière linguistique, comment ça se passe? Bah, en gros, la barrière linguistique, il y a toujours des truchements. Il y a toujours des gens qui parlent les deux langues. Après, vous-même, moi j'ai commencé par apprendre l'anglais avec les Indiens. Et après, j'ai appris les deux simultanément, mais j'ai bien appris mon anglais là aussi là-bas. Parce que je suis arrivé chez eux, mon anglais n'était pas très fort. Mais je crois que ça m'a servi. Parce que pour une fois, ils voyaient un blanc qui arrivait qui leur disait pas qu'il parlait mal l'anglais. Et non, c'est vrai, je pense que ça m'a vraiment créé un capital de sympathie. Parce que éventuellement, je parlais nettement moins bien anglais que ceux qui parlaient anglais, hein, bien entendu. Parce que quand j'étais là-bas en 1980, l'école avait été installée 20 ans plus tôt. Donc les gens jusqu'à 35 ans, ils parlaient bien anglais, on n'est pas tout là-dessus. Mais au-dessus de 35-40 ans, ils parlaient plus l'anglais, quoi. Et les gens moi j'ai connu, les vieux chamans qui avaient 60 ans à peu près quand j'étais là, je vivais dans leur maison, donc après je commençais à baragouiner leur langue, etc. Je suis revenu 10 ans plus tard, j'étais écœuré, ils avaient appris l'anglais. Non, ça veut dire que la télévision a fait ses ravages, quoi, entre-temps. Elle a été introduite, elle n'existait pas quand je suis arrivé, elle n'était pas là, et 10 ans plus tard, je suis revenu, elle était là, il parlait anglais. Écoutez, merci à tous et surtout merci à Monsieur Desvaux pour sa présentation aujourd'hui. Malheureusement, là, le temps nous presse, donc vraiment un très grand merci.